Allons parler de la marche que va organiser, qu'a annoncé le CLC pour le 25 février prochain. Est-ce que cette démarche-là du CLC a-t-elle une raison d'être? Bon, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que vous m'aiderez à comprendre cette situation. Il a été décrit... Cette fois-ci, je vous rappelle que c'est pour revendiquer, lutter contre la dictature qui s'installe dans le pays, selon eux. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on appelle dictature en période actuelle? Il avait été dit qu'il fallait absolument faire les élections en 2016. Les conditions n'étaient pas réunies, ce qui fait que les gens sont réunis autour d'une table sous la houlette de la communauté internationale pour pouvoir trouver solution. La première branche de la solution avait été trouvée. On a dit que ce n'était pas suffisant, il fallait intégrer les autres. Les clergés est arrivé pour pouvoir solliciter qu'on intègre les autres. On a intégré les autres. Et finalement, on a fait une autre convention et regroupant tout ce monde-là. Dans cette convention, il avait été dit que le chef de l'État et toutes les institutions restent en place, un mandat reste en place jusqu'à ce qu'on puisse faire les élections. Et alors on a commencé le processus. Mais malheureusement, la structuration de l'opposition salafiste, extrémiste et fondamentaliste qui avait été faite à Genval, qui avait remis d'ailleurs le dossier entre les mains des Reinders, était mauvaise. Ils ont mal fabriqué leur structure, de sorte que l'option qui était la leur de la rancœur sur Kabila comme étant le leitmotiv de l'organisation a perturbé leur esprit, de sorte qu'ils n'ont rien fait comme document pour faire ce qu'il fallait faire. Ce qui fait qu'en arrivant en RDC, les ambitions des uns et des autres ont fait exploser cette fameuse structure. Alors on en trouve maintenant 3 ou 4, j'en sais trop rien. Alors, partant de là, ils ont difficile à concevoir qu'effectivement, certains d'entre eux qui étaient là, exactement, se trouvent aux responsabilités, d'autres ne s'y trouvent pas. Alors ça c'est entre eux. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de corriger ça? Si on peut corriger ça, on peut atténuer ces aspérités. Comment par exemple? Ben, je pense qu'une petite incursion d'une dose de ceux qui ont le profil vraiment de l'opposition peut être considérée à un moment donné, de sorte à ce que, bon, ils aillent avec nous jusqu'aux élections. Je pense... Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une solution là? Ça va... Mais ce qu'ils recherchent, calmer la tempête. Ce qu'ils recherchent, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans l'option d'une transition sans le chef de l'État. Ils projettent même les élections en juin 2019. Mais écoutez, dans ces cafarnums d'allégations diverses des revendications, essayons de classifier ce qui est vraiment recherché. On vous dit que l'accord de la Saint-Sylvestre n'avait pas été respecté au motif que les gens qui étaient habilités à occuper des postes n'ont pas occupé des postes. Donc, premier élément, il y a des gens qui ne sont pas au poste qui leur sont dévolus. Donc, il faut placer ces gens-là. C'est la clé du problème. Pourquoi? Parce que pour aller aux élections, et comme je disais tout à l'heure, la ponction étant la mamelle de la République, les trésors publics, donc ils auront les moyens pour y aller. C'est le principe qui est toujours opérationnel. Ils veulent absolument y venir pour ça. Donc ça, c'est vraiment la clé du problème. Maintenant, tout ce qui est accessoire, c'est quoi? C'est que bon, au niveau de la CENI, on doit modifier ceci, on doit modifier ça. Il s'agit de ça. Parce que la communauté internationale, dans son entièreté, a admis que le calendrier proposé par la CENI a été accepté par tous et la loi électorale est là pour obtenir les élections à date, c'est-à-dire le 23 décembre 2018. Donc il n'y a plus de souci. Est-ce que nous avons dépassé cette date sans faire les élections pour parler de la dictature? Non. On est encore à plus ou moins 10 mois. Et pendant ce temps-là, constatez que la plupart des partis de la majorité, plutôt de l'opposition, sinon la totalité, ne sont pas sur le terrain pour faire ce qu'il faut faire pour aller vers la population. Et que cachent alors ces démarches du CLC? Mais voilà, c'est-à-dire que les mains sombres derrière, qui sont dans l'option du cobalt, sont en train de travailler pour faire en sorte que l'étincelle de la Tunisie ou de la Libye puisse permettre à la déflagration définitive. Nous aurons que nos yeux pour pleurer lorsque ce pays sera morcelé. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Souvenez-vous lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé ici, des tristes mémoires, qui est à la base de la déflagration aujourd'hui de la Libye. Il a dit que la RDC est trop grande, vous êtes trop riches, il est recommandé de partager avec les autres. Alors on peut dire ça aussi de la France, donnez-nous, je ne sais pas, la ville de Marseille, c'est trop grand, c'est trop beau, nous voulons aussi installer quelques Congolais pour qu'ils apprennent c'est quoi la civilisation occidentale. Pourquoi on ne le ferait pas? C'est une trécuidance de venir en RDC dire ça. Est-ce que ça vous rappelle des choses? Non, vous êtes là, tout dormant, parce que vous avez
confectionnez une haine vis-à-vis de quelqu'un, vous oubliez y compris que cette terre, c'est une terre de Mais vous ne génocide. trouvez pas qu'ils ont raison? La population est en train de souffrir. Il n'y a pas de marche, on interdit les manifestations publiques, il y a des gens qui meurent avec les répressions disproportionnées. Ils ont raison de manifester, non? Non, je condamne sans cesse les forces de sécurité qui sont dans l'indiscipline et dans l'incapacité de comprendre leurs devoirs. La force de sécurité n'a pas pour vocation de pouvoir taper sur les gens, de pouvoir, les cas échéants, tuer les gens. Ce n'est pas son travail. Son travail, c'est de protéger, d'empêcher que les choses s'effacent. Mais en même temps, j'ai dit ça sur un plateau de télévision internationale, c'est quoi la révolte métaphysique? C'est le fait pour un peuple qui a envie de voir quelque chose, de savoir quels sont ses droits. Ici, on a fixé les caps des élections à décembre 2018. Donc, dis-moi. Maintenant, si vous n'êtes pas content des gens qui gèrent ici ou là tout ça, vous pouvez les défenestrer dans les cadres de la loi. Mais est-ce que vous pensez que si la décrispation n'est pas effective, il y aura injustice, Monsieur les élections ne seront pas, le jeu ne sera pas équitable? Vous voyez l'amalgame, le problème. On dit le peuple va dans la rue pour les élections, alors que je vous réponds, les élections sont fixées à telle date. Donc il n'y a pas nécessité d'aller dans la rue pour ça. Et donc, quand vous regardez très bien ceux qui poussent le peuple dans la rue, sont tous bien planqués et sont toujours vivants, eux et leurs familles. Comme par hasard, ce sont les petits pauvres qui sont lancés. Derrière eux, il y a des badauds, tout ça. Il y a quelques brigands qui attaquent les magasins. Et on apprend par ailleurs que bon, il y a 50-50. Oui, oui. Le fameux 50-50. C'est-à-dire que les clergés, qui est une institution de très longue date, les Vatican avec l'Église catholique de très longue date, commencent maintenant à organiser une association avec des gens qui ont pour vocation de pouvoir s'aimer le désordre. Ça pose un problème. Nous pensions que c'était les chrétiens appelés par leur foi à pouvoir dire les choses clairement et tout ça. Non, on découvre que non, c'est pas ça du tout. C'est une composition qui n'est pas acceptable. Donc, et là, ils le disent ouvertement. Et qui répond à ça? Et sur le clergé, il me semble, et moi j'ai dans ma famille des gens qui ont été à très haut niveau des responsabilités dans l'Église. Je parlais encore avec un d'entre eux. Il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, on va où? D'ailleurs, avec lui, on a un partage, notamment Moudimbe. Moudimbe dit ceci dans un texte majeur, Entre les eaux. Il dit, nous les prêtres, nous n'avons pas vocation à nous mettre dans les camps, dans un camp par rapport à un autre. Surtout pas à nous associer au camp de la vengeance. Nous sommes des crucifiés. Voyez-vous, c'est très fort et c'est ce qu'on attend du clergé, à ne pas s'associer à qui que ce soit, à montrer les chemins. Or, aujourd'hui, il est clairement établi qu'une partie du clergé a pris la décision de faire 50-50. Ça n'est pas normal. Et c'est dit. Je n'ai pas entendu la contestation du clergé ni du CLC par rapport à cette déclaration. Mais j'entends simplement un certain nombre de cadres, notamment au niveau de l'UDPS, qui attaquent cette déclaration en disant mais c'est une grosse bêtise parce que les gens ont besoin de s'attirer la sympathie ou d'exister ou de se créer une autorité nouvelle. Alors, en lieu de place de silence, ils sont laissés aller. C'est toujours comme ça et c'est un problème. Donc, quelle est la raison de toutes ces manifestations? Parce que nous allons vers les élections. Quelle est la raison? Je souhaitais comprendre ça. Donc, on n'a pas eu suffisamment de morts, ils en font encore plus. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a ce type de situation, j'appelle toujours l'attention des agents de l'ordre. S'il vous plaît, ne cédez pas, parce que ce n'est pas eux qui sont en train de faire cette situation-là. Derrière eux, il y a des gens qui vous diront que nous avons les armes. Comment ne pas céder s'il y a des provocations? Non, qu'il y ait des provocations. Vous ne trouvez pas qu'il faut laisser ces gens-là manifester? Vous savez, même au-delà d'un mètre, 300, 500 mètres pour gagner, c'est tout. Monsieur Ils n'ont pas voulu le pays. Vous et moi, sur ces plateaux, on en a discuté il y a quelques temps déjà, lorsqu'il y a eu des manifestations en 2015 et en 2016. Plein de morts. Plein de morts. Moi qui vous parle aujourd'hui, je n'ai pas la structure politique. C'est-à-dire la maison qui abritait le siège de l'ULDC a été démolie complètement, brûlée complètement. Je n'ai plus de siège. Et comme le gouvernement provincial n'est pas en mesure de pouvoir me rembourser, je suis bloqué. Je suis complètement bloqué. Et on va continuer ça jusqu'à quand? À chaque fois qu'on a laissé une manifestation, vous savez, on a eu l'arrivée d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Ça s'est bien passé. Exact. On a eu de grandes manifestations, ça s'est bien passé. Mais juste après, il y a une sorte de guerriers qui ont été mis en mouvement.
Et quand on vous parle de 50-50, vous comprenez de quoi il s'agit. On n'est plus dans votre acception là. On est dans autre chose, dans une démarche de guérilla préparée. Parce que ce qui est visé, c'est quoi? Pour satisfaire une position ferme et dure à l'extérieur, on vous dira, écoutez, bon, 2-3 morts, ça ne suffit pas. Il faut atteindre au moins une centaine. On peut intervenir à cette hauteur-là. Donc ce qui est recherché, c'est ça. Et quand ça sera fait, ils vont débarquer ici, en grande puissance, pour ramener la sécurité et la démocratie supposée. Et au terme de ça, vous aurez un pays morcelé. L'Irak a connu ça. Là, on est en train de tenter de pouvoir reconstruire l'Irak avec des appels à gauche et à droite. Pourquoi est-ce qu'eux-mêmes ne vont pas construire après avoir démoli tout? L'Irak était occupé par l'État islamique pendant très longtemps. La Syrie est en train de vivre ça. Mais qu'ils aillent en Birmanie, qu'ils aillent en Corée du Nord, aller s'installer là-bas. Pourquoi on n'impose pas à la Corée du Nord de pouvoir faire la démocratie au sens réel du terme? Pourquoi c'est la RDC toujours? Non. Le problème, c'est le cobalt. Pour l'instant, c'est ça la grande guerre. Il faut qu'on puisse installer soit des petits caïdas, donc des petites entités qu'on peut contrôler là où se trouve les cobaltes, soit mettre à la tête de la République quelqu'un qui correspond au profil qui permettrait de pouvoir ponctionner quasiment gratuitement, donc les raser gratis. Il s'agit de ça. Mais en même temps, je n'évacue pas une conscience dans une partie de la gestion qui n'est pas bonne de notre part. Il faut rester équilibré. Il ne faut pas dire que bon, tout va bien. Mais non, ça ne va pas. L'homme congolais, c'est lui qui gère. Or, le chef d'État a dit qu'il n'était pas opérationnel et par conséquent, la gestion doit être mauvaise à ce niveau-là. Nous avons la chance, depuis 2006, d'avoir des vraies institutions qui existent. Il faut le consolider avec la nouvelle législature, la nouvelle mandature. Il faut les pousser un peu plus en avant. Il faut revoir un autre type de démocratie. Donc, toutes ces choses-là, il faut les revoir. Mais simplement, il faut faire attention par rapport au coup de sifflet qu'on entend ici et là qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas pour votre bien, malheureusement. Est-ce que vous avez déjà acheté la viande des vaches qui se retrouve au niveau de Kwangola? Il paraît que c'est empoisonné. À propos des vaches, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette république. Ces gens-là n'ont pas de titre, n'ont pas de documents. Ils ont quitté l'Est pour l'Ouest jusqu'à arriver dans la province de Kwango sans document. Ce n'est pas là un danger pour nous de Kinshasa, par exemple? Oui, je vais vous répondre. Je me réfère à un auteur extraordinaire, Umberto Eco. Il a écrit notamment Le nom de la rose. Un immense auteur qui dit ceci. Depuis qu'il y a eu les réseaux sociaux, tous les imbéciles, les attardés, ont maintenant la possibilité de pouvoir parler. Alors qu'avant, on le laissait parler seulement au bar et on lui disait de se taire. Et il se taisait quand il n'avait plus d'argent pour pouvoir payer la boisson. La référence aujourd'hui est devenue les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que quelqu'un comme donc Macron, on a ramené les conversations de la rue. Voilà. Quelqu'un comme Macron estime qu'à un moment donné, il faut absolument une loi contre les fake news. Est-ce bien, c'est pas bien? Bon, c'est une approche. Très bien. Que vous ayez des pasteurs, 10 pasteurs plus ou moins, une dizaine, qui partent de l'Est de la RDC, qui traversent toute la République. Donc ils ont pu faire 5 ou 6 ou 7 provinces pour arriver jusqu'au niveau du Congo, avec du bétail visible. Donc il y a des vaches qu'on empoisonne et qui restent en vie pour empoisonner ceux qui vont devoir consommer. Attendez, on va où là? On va où? Mais que ces gens aient droit de faire ce commerce-là ou pas, c'est autre chose, on peut vérifier ça par la loi, simplement. Mais ça devient une préoccupation nationale que 10 personnes avec peut-être 200 ou 300 têtes de bêtes en train de traverser la République soit une affaire d'État. C'est n'importe quoi. Nous descendons tellement bas qu'on s'occupe des choses sérieuses de la République, on est en train de s'occuper de ça. 10 pasteurs vont modifier la configuration de la République des 80 millions d'habitants au motif qu'ils ont un faciès qui ne correspondrait pas au paysage congolais. C'est n'importe quoi. C'est la bassesse absolue. C'est-à-dire que cette inculture, cette approche idiote des choses ne peut pas continuer de conduire dans ce sens-là. Mais si ces bêtes ravagent les champs des autochtones, il y a un problème, il y a risque même qu'il y ait des guerres ethniques. Je vous l'accorde. Je dis simplement ceci. Lorsqu'on découvre qu'il y a un groupe de gens qui entendent mener les bétails d'un endroit vers un autre, il faut demander s'ils ont les autorisations pour faire ça. Parce que sur le passage, ils vont devoir solliciter sans cesse sur leur parcours la servitude. C'est-à-dire qu'ils doivent passer à un endroit, prendre de l'eau et s'installer.
Et donc, s'ils sont munis des titres permettant de faire ça, donc ce qui fait que les autorités, sur leur parcours, devront leur donner satisfaction, les installer un peu à un endroit pour pouvoir abreuver leurs bêtes, les nourrir et continuer leur passage. Mais parce qu'ils sont munis de titres. Si ce n'est pas le cas, il faut s'arrêter là, qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Il s'agit de ça, c'est un problème administratif bête, simple et idiot. Donc à gérer au niveau de la province. Mais attendez, on n'a pas parlé de ça au niveau national. Ça concerne même certains territoires ou des secteurs et tout ça. Ça se limite à ce niveau-là. Donc la démarche de l'ancien Premier ministre est inopportune. Ça fait 5 ans que j'attends des règles des droits proposées par l'Assemblée nationale, par les grands députés qui ont une hauteur extraordinaire à tout ça. Il n'y a aucune loi. Quelle est la loi qui vous a, vous, marqué pendant cette législature? Rien. J'aurais voulu entendre la loi sur la Convention de Beijing par rapport à la copie privée. Elle n'existait pas. La loi sur le service national obligatoire, elle n'existait pas. La loi sur la double nationalité ou la multiple nationalité, elle n'existait pas. Il y a une série de règles qu'on aurait pu faire. Non. Nous sommes dans l'amusement permanent. Chaque fois qu'il y a un fait de société quelque part, alors on en profite pour pouvoir exister et montrer ça à sa hauteur. Non, la hauteur n'est pas là-dedans. La hauteur dans ce qu'on propose en tant que texte qui doivent perdurer pour des générations. C'est ça la hauteur. C'est pas de surfer sur les frustrations, fussent-elles légitimes, des uns et des autres. Ce n'est pas recommandé, c'est pas de la hauteur lorsqu'on est un grand homme politique. On essaie d'être un grand homme politique. D'ailleurs, les grands hommes, souvenez-vous, je vous ai dit ça sur ce plateau. C'est la question que Voltaire pose quand il traverse en Angleterre, dans les lettres philosophiques. Il pose la question, c'est qui un grand homme? C'est quoi un grand homme? On lui répond, les grands hommes chez nous ici, c'est Newton, c'est Darwin. Ce sont les gens qui ont la capacité, par leur génie, de donner la lumière aux autres. Simplement. Par les dons qu'il leur a donnés par Dieu. Les grands hommes, c'est pas celui qui va surfer sur la misère de la population, les frustrations, pour en faire son propre commerce et exister. C'est pas ça un grand homme. Malheureusement, la science est têtue et restera comme ça. Ad vitam aeternam. Je sais qu'au terme de cet exercice, on va m'insulter, me traiter de tous les noms, mais c'est pas mon problème. Je l'ai écrit, je l'ai publié, les grands hommes, c'est ça sera toujours ça, depuis la nuit des temps. Ça ne changera pas, parce que X ou Y a, à un moment donné, au départ de ces millions, de ces milliards de sa position, estimé qu'il était devenu un grand homme. Non, ça c'est ce que Erasme appelle... On a beaucoup de docteurs, hein? Oui, mais ça ne veut rien dire du tout. Être docteur, ça ne veut rien dire du tout. Ça participe à ce que Erasme appelle l'éloge de la folie. On pense qu'on a besoin de s'applaudir soi-même ou se faire applaudir par les autres pour exister. Et maintenant, quel est ce grand homme dont vous parlez là? Non, mais vous définissez les grands hommes par la nécessité de pouvoir produire des éléments ou d'éclairer les autres pour les générations. C'est ça les grands hommes. Ce sont les choses qui restent en permanence. C'est pas les choses. C'est une denrée rare en RDC. Mais vous avez les Moudimbe qui sont les grands hommes dans cette République. Est-ce que vous les reconnaissez en tant que grands hommes? Je viens de vous donner un texte puissant des Moudimbe qui était écrit en dehors de ce qui se passe actuellement. Il est d'application aujourd'hui. Hein? Les prêtres n'ont pas vocation pour prendre parti d'un côté ou de l'autre, surtout pas du camp de la vengeance, parce que c'est un crucifié. C'est dans les textes. Moudimbe. C'est ça votre dernier mot? Écoutez, ça sera mon dernier mot pour aujourd'hui, parce que malheureusement le temps passe tellement vite que 45 minutes déjà. On n'a pas vu passer le temps, mais j'invite les uns et les autres, la nécessité du rapprochement nous est exigible aujourd'hui. Nous avons l'obligation, en tant que Congolais, en tant que descendants de ceux qui ont eu les mains coupées, de tout le temps regarder derrière nous, d'où nous venons. Et ne pas considérer que celui qui vient vers vous, qui n'a pas la même couleur que vous, qui n'est pas de la même origine que vous, fera du bien pour vous. Il ne le fera jamais. Il peut être peut-être celui qui relève ce qui se passe de pas très bien, mais profitez de ça pour discuter entre vous et non lui conférer l'autorité de vous gérer. Ce serait très, très, très dangereux. Donc, cette nécessité de pouvoir toujours s'unir et savoir que demain, nous serons les réceptacles de tout l'argent qui va concerner les nouveaux carburants des véhicules, c'est-à-dire le cobalt. Et par conséquent, les jalousies sont énormes, les passions vont se déchaîner contre la RDC. On doit se préparer. On doit se préparer en conséquence. Et la bonne préparation, c'est de s'entendre entre nous, d'avancer dans la bonne direction, de faire les élections, et au sortir de ces élections, de continuer la refondation de cette République, mais surtout qu'on ait un très grand ministère de la culture qui aura pour vocation de nous enseigner des structures, que les vrais intellectuels congolais, les vrais, les Moudimbe, les Ngal, les Kamana, les Ndaiwel, les CLC, hein? Oui, mais
qu'il soit là-bas. Moi, je reconnais en lui un intellectuel maintenant qui puisse travailler pour la République, qui produise pour la République. Il a été là au cinquantenaire, il a fait un travail formidable. Donc, je ne suis pas pour la séparation des fils congolais, surtout de cette hauteur-là. Je suis pour le rapprochement. L'atténuation de l'opposition, ce que j'avais appelé la fois passée, les ajustements raisonnables des part et d'autre. C'est le moment de pouvoir le mettre en mouvement. Merci, M. Manjolo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, merci infiniment. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.